Bonjour à tous, c'est Fanuel FF4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu différente que d'habitude, on va pas parler de jeux vidéo dans cette vidéo, mais de ces bouquins, c'est-à-dire la collection des Chevaliers d'Émeraude, non, des livres fantasy que j'affectionne assez particulièrement. Bon, je vais essayer de m'asseoir parce que je suis pas très bien mis là. Attendez, désolé là, faut pas trop avoir le mal de mer, excusez-moi pour tout ça. Donc on va sortir les tomes. Voilà, le premier tome, donc Chevalier d'Émeraude, Le feu dans le ciel. Donc ça a été écrit, cette série, par Anne Roubliard, qui est québécoise. Il faut savoir également qu'il y a le Chevalier d'Émeraude, et après, la suite, les héritiers d'Enkidief. Moi j'ai donc les 5 premiers héritiers d'Enkidief. Le 6 n'est pas encore sorti, du moins en Europe, il est sorti au Canada. Chevalier d'Émeraude, il y a 12 tomes en tout. Donc le début commence assez mollement, on va dire. J'entends par mollement qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que plus tard, à partir du tome 8 jusqu'au tome 12, ça sera la grosse guerre. Vraiment la grosse guerre. J'entends par là que tout le monde se mettra sur la gueule, quoi, en gros. Et donc, dans cette série, les combats sont assez avec des pouvoirs magiques et ça fait assez DBZ sur les bords. Le grand méchant qui attaque surtout à partir du tome 11, je pense, qui est un empereur maléfique, je vais pas trop vous spoiler, a des pouvoirs assez énormes, il peut lancer des rayons d'énergie avec ses mains, capable de faire exploser un château et tout d'un coup. C'est vraiment le gros méchant, là, genre aussi puissant que Vegeta, peut-être que j'exagère un peu, mais bon, voilà. Donc on commence dans le tome 1, tranquillement, la guerre se prépare. Tome 2, la guerre commence à avoir lieu et commence à avoir des ennemis de l'empereur qui se pointent un peu plus. On avance de plus en plus dans les tomes jusqu'à ce que je vous dis la grosse bataille finale qui commence à partir du tome 8 jusqu'au tome 12. C'est pas la bataille finale, mais c'est vraiment la grosse guerre, quoi. Et ces 12 tomes, c'est sur 20 ans. Et oui, 20 ans. J'entends par là que, par exemple, je pense qu'après le tome 1, je pense qu'il y a 7 ans qui se sont écoulés dans le tome 2. Et donc dans le tome 2, c'est donc 7 ans après. Et puis, plusieurs années parfois se passent entre les différents tomes. Et puis, lorsqu'on passe à les héritiers d'Enkidief, c'est-à-dire la suite des Chevaliers d'Émeraude, on se retrouve avec cette fois 15 ans en plus. Donc, on suit 20 ans des personnages, de leur aventure, de leur évolution, etc. Donc, ces 20 ans, on a vraiment... comment dire, le charisme, le background des personnages est vraiment ultra travaillé. Tous les personnages sont vraiment ultra travaillés. Même les personnages que tu vois juste 10 pages dans le livre, ils ont une histoire que tu peux apprendre, t'entends parler d'eux par d'autres personnages et tout. Vraiment un univers qu'Anne Roubliard a réussi à faire, un univers vraiment que je vous conseille. Un univers vraiment très bon. Je trouve, moi, je suis vraiment un très grand fan de cette série et de cette auteuse qui fait également d'autres livres, hein, des suites, d'autres types de livres également qui sont pas vraiment forcément très fantasy dans l'âme, même s'ils ont toujours une petite touche fantasy parce que c'est sa patte à elle. Après donc pour les dessins comme vous le voyez qui sont quand même pas mal foutus, hein, des couvertures, eux ils sont dessinés pas par Anne Roubliard bien entendu, hein. C'est comment il s'appelle encore celui-là? C'est Patrice Garcia qui dessine les images. Je connais pas Patrice Garcia personnellement, mais je trouve qu'il fait vraiment de belles images. Je vais vous montrer. Je vais ranger le tome 1 et je vais prendre un autre tome, histoire de vous montrer. Ah putain, rentre là-dedans. Pas facile avec une main. Voilà. On va prendre le tome 2. Comme ça. Allez. Là, vous voyez un des grands méchants qui s'appelle Asbeth. C'est un sorcier. Lui, il est très présent aussi dans tous les livres. Il va être très présent pratiquement dans tous les tomes des héritiers, pas des héritiers justement, des Chevaliers d'Émeraude. Ce personnage va être présent. Vous voyez, c'est un sorcier vraiment très laid. Il a des pouvoirs de dingue. Bon, d'ailleurs, je vais vous lire un petit passage. On va prendre un chapitre. Premier chapitre 14. L'entraînement de Kira. Normalement, vous allez lire déjà parce que la qualité est bonne, mais je vais quand même vous lire. On va lire ça ensemble. C'est fou, mais bon, voilà. Au matin, après le bain rituel et le repas, Bridget se rendit dans la tour du magicien Edlund, son écuyer sur les talons. La saison des pluies s'étant abattue sur Emeraude, la Bridget, elle a 17 ans, alors que dans le tome 1, elle en a 10. Dans le tome 1, elle est l'écuyer de Wellon, et elle, maintenant, c'est elle qui est devenue chevalière d'Emeraude, et elle a également son propre écuyer. Voilà.
La saison des pluies s'étant abattue sur Émeraude, Émeraude c'est un des royaumes, je vous montrerai la carte après, la grande cour était couverte de boue. Les pâles fermiers avaient abrité les chevaux dans l'écurie, et aucun paysan ne circulait dans les espaces à découvert, bien que le pont-levis fût descendu. Il était encore tôt, et la jeune fille non. Et les jeunes élèves se trouvaient toujours dans le grand hall du roi à déguster leur premier repas de la journée. C'était donc pour Bridget le moment idéal d'adresser sa requête au magicien d'Émeraude. Elle frappa à la porte de la tour qui s'ouvrit magiquement. Grâce à la magie, hein, c'est un univers très magique. Toujours suivi de Swan. Elle entra dans la grande pièce circulaire vêtue d'une longue tunique bleue, ses cheveux gris épars sur ses épaules. Et les yeux endormis, elle ne descendit l'escalier en grognant. Il avait dû observer les étoiles toute la nuit avant l'arrivée des nuages chargés de pluie. Bridget s'inclina devant lui, mais n'osa pas sonder son esprit pour connaître son humeur. Donc ils peuvent lire les pensées des personnages. Que me vaut cette visite inattendue, grommela le magicien en fronçant les sourcils. Je suis venu vous demander une faveur, maître. Endlune, déclara bravement la jeune femme. Et blablabla. Donc voilà, ça sera pour plus tard. Donc, par exemple, là, elle nous parle de Swan dans ce livre. Sur la fin des Chevaliers d'Émeraude, elle aura pratiquement dans la trentaine, si pas la trentaine, et elle aura dans la quarantaine dans Les Héritiers d'Enkidief, Swan. Bridget, elle sera bien plus vieille. Mais bien plus vieille, mais elle aura pas l'air si vieille que ça, parce que dans cet univers-là, en tout cas dans l'univers des Chevaliers d'Émeraude et tout ça, les personnages peuvent vivre très vieux. Il me semble qu'ils ont 200 ans, je crois qu'ils peuvent atteindre 200 ans sans trop de problèmes. Et certains peuples de monstres et tout ça peuvent vivre jusqu'à 500 ans et même plus. Voilà, donc il y avait encore un truc que je voulais vous montrer. Ah oui, la carte. Bon, je vais prendre ici tome 11. Normalement, c'est toujours la même carte. Et puis, je vais vous montrer la carte des héritiers d'Enkidief. Voilà la carte du monde. Donc, ça, ici, c'est les territoires inconnus. Ça sera découvert dans les héritiers d'Enkidief. Là, on n'en a rien à foutre dans les Chevaliers d'Émeraude, à part de l'île des araignées, qu'on va voir, qu'on va pas voir, mais qu'on va suivre les aventures de Liam dans l'île des araignées à un moment. En gros, c'est une île avec des araignées géantes, et comment dire, elle est énorme, l'île, mais les araignées sont tellement grandes que tu as l'impression que c'est tout petit, en fait. Mais, comment dire, on ne sait pas y accéder par la mer, parce que ça, c'est genre un gros pic à 100 mètres du sol, et à 100 mètres du sol, après, t'as les habitations des araignées au-dessus, quoi. C'est même plus, c'est peut-être 1 kilomètre de haut, quoi. C'est super haut, et c'est pas accédé par la terre. Voilà, donc là, c'est l'empereur Empire Noir, donc là, c'est là où vit l'empereur maléfique. Et là, c'est le royaume. Le royaume de... Ah oui, il s'appelle comment, ce royaume? Oh, je sais plus, c'est pas grave. Bon, là, le royaume d'Émeraude, il est ici, comme vous le voyez. Donc là, les royaumes sont assez petits. Il faut dire que c'est assez petit, quand même, globalement. Parce que moi, je me tapais toujours des délires lorsque je lis et tout. Hein. Par exemple, je m'amuse à voir quand ils disent quand cheval, ou ils mettent, par exemple, je sais pas moi, 3 jours en traçant à fond pour aller jusque-là. Je me dis, pour un cheval en traçant à fond, il y a peut-être 40 km. Alors je me dis, ils ont mis 3 jours. Ouais, je m'amuse à calculer, ils ont dormi, blabla. Je m'amuse à calculer la superficie du bousin. J'ai toujours aimé délirer avec ça, moi, même dans les RPG et tout. J'aime bien faire ça. Je sais, c'est un peu taré, mais voilà, j'aime bien. Donc voilà, là vous voyez la map. L'île des lézards, qu'on va également pouvoir découvrir dans le tome 4, il me semble. Ou le 5, je sais plus exactement. Là c'est les volcans, donc ça sépare ce royaume-ci des terres inconnues. Donc voilà. Là je vais... Ah ici, ça je peux vous montrer aussi. Là c'est un tome assez avancé, mais on voit l'ordre des chevaliers d'Émeraude. Donc là c'est la première génération, donc tome 1. Dans le tome 1, il n'y avait que eux comme chevaliers. Puis, eux, ils sont devenus chevaliers, c'était des écuyers avant là. Parfois, t'en verras plus, parfois dans certains tomes, mais parce qu'il y en a certains qui se sont fait crever comme des cons dans certains épisodes. Dans certains tomes, en tout cas. Parce qu'ils sont pas tous, bien sûr, vivants. Ils survivent pas tous au bacar. Non, au bagarre et à la guerre, etc., aux batailles, quoi. Voilà, là, vous voyez encore 3e génération, 4e génération. Et on va, je crois, jusqu'à la 5e génération, à moins qu'il y ait une 6e génération. Vous voyez, c'est quand même vraiment pas mal. Là, vous voyez tous les noms des personnages. Et il faut savoir que chacun de ces personnages a son propre background, sa propre histoire. C'est vraiment assez épique, c'est vraiment énorme. J'adore. Voilà. Bon, ça, on va passer. Vous voyez encore une belle image hein, d'intro. Verso, il n'y a pas vraiment d'image d'intro, mais c'est assez joli aussi. Plus un petit résumé au verso. On va prendre un tome maintenant des Enkidief, les héritiers d'Enkidief. Là, vous voyez encore une super image avec. Là, c'est. Comment il s'appelle encore celui-là un persi, un truc comme ça. Je sais plus la race, mais c'est une race d'hommes animaux. Je vais vous montrer la map. Là, vous voyez également les autres
œuvre d'Anne Roubliard, donc les Chevaliers d'Émeraude, hein, que je vous ai montré, hein, tome 1 à 12. Puis les héritiers d'Inkiev, et puis il y a aussi Anche, et puis il y a encore un autre truc, mais je ne sais plus exactement où c'est. Mais Anche, c'est un truc qui se passe à notre époque, un peu style fantasy, mais avec, comment dire, des aliens. Ça s'appelle des aliens. Voilà. Là, vous voyez, ça a un peu changé quand même le look. Hein. Là, vous voyez donc les terres inconnues, qui connaissent pas eux, mais en fait, c'est connu quand même. Hein, voilà. Donc là, vous voyez les différents pays, territoires. Dans le tome 1, ils partent pour chercher un truc pour sauver le roi d'Émeraude. Je ne dis pas c'est qui le roi d'Émeraude. Ce sera pas le même qu'au début des Chevaliers d'Émeraude, je vous dis juste ça exactement. Ils partent par là, par le désert, en se téléportant, ils vont pouvoir se téléporter et tout, c'est assez épique. Ils sortent par là, il faut jusque là-bas. Il me semble qu'ils arrivent là à Hippoca. Là, ils rencontrent la première race. Et après, ils vont jusque chez les Idzaman. Et c'est là où il y a énormément de trucs. Et après, ils traversent. Il y a les Tepelkolak, un truc du genre. Qui vénèrent les dieux oiseaux. Il faut savoir que dans les Chevaliers d'Émeraude, ils combattent un empereur noir. Et là, c'est carrément, limite, ils sont en guerre. Les dieux ensemble sont les dieux. Il y a plusieurs panthéons de dieux. Et les dieux se mettent en guerre l'un contre l'autre. Et ils sont limite en guerre contre les dieux et tout. C'est assez épique aussi. Voilà. Donc là, les Tepelkoak, là, ils vénèrent eux les dieux ailés. Eux, ils vénèrent les dieux félins, les Idzaman. Et le peuple, ici, tout ça, ça vénère les dieux reptiles. Dieux reptiliens. Il y a certains peuples ici qui viennent également les dieux reptiliens. Voilà. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est bien épique. Pélécar, voilà, Paradus, voilà, c'est Paradus que ça s'appelle, ça c'est la race des Paradus. D'ailleurs, Liam, quand je vous le parlais, il se pète la gueule du volcan ici, il arrive chez les Paradus, là il a une petite aventure à faire là, puis il se retrouve chez l'île des araignées, parce que les araignées, les Paradus, donnent des humains ou d'autres trucs en pâture, on va dire, aux araignées via quelques nourritures et tout ça en plus, ou des protections et tout ça. Là, vous voyez, là, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais là, on voit, là c'est les maisons des araignées, là, on voit le dessus, et après, là c'est le dessus, mais tout ça, c'est au-dessus, mais comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est abrupt, c'est pas monté comme ça. Voilà, c'est vrai, c'est bien sympa. Là, vous voyez, là, c'est la neige, hein, donc pays des neiges. Donc, Sola, Alombria et Esperia. Esperia, il est dans un gouffre. Alombria, c'est sous terre, et Solas, c'est à l'extérieur, mais c'est surtout présent dans les premiers tomes, et après on en parle beaucoup dans les héritiers d'Enkiev, mais ça vous en verrez après. Là, vous voyez, il y a le royaume des elfes. Les elfes, ils vivent dans les forêts, eux, ils sont assez, pas pour se battre et tout ça. Les fées, eux, ils en ont rien à foutre de rien, ils restent toujours cachés et tout. Royaume d'argent, là, c'est un grand royaume, avec des gros guerriers et tout, ils ont une énorme, comment dire, bouclier autour d'eux. Pas bouclier autour d'eux, comment on pourrait appeler ça, une énorme forteresse, on va dire. Et eux, ils ont été en guerre contre le reste du peuple et ils ont décidé de vivre cachés après parce qu'ils avaient honte de leur défaite et ils avaient honte de ce qu'avaient fait leurs ancêtres, donc ils se sont fait une énorme armure autour d'eux et ils sont restés planqués là. Voilà. Royaume de cristal, ça c'est des habitants normaux. Et juste en face, dans la mer, on ne le voit pas ici, mais il y a l'île des lézards, qui est aussi assez grande, assez sympa aussi à visiter. Zénor, ça c'était, on va dire, des bronzés, on peut dire. Hein. Ils sont pas vraiment des bronzés noirs, c'est pas pour dire ça, mais comment dire. Ils travaillent toujours, c'était toujours des pêcheurs, ils travaillent surtout sur la plage et tout. Ils prennent beaucoup le soleil, donc ils sont, on va dire, un peu comme des Indiens, on va dire, voilà. Royaume de perles, bon ça c'est des habitants normaux. Phal, c'est un peu des asiatiques. Turquoise, je crois que là c'est ceux qui vivent toujours cachés dans la forêt et tout, qui ont un peu peur de tout, des peureux quoi. Beryl, ça je crois que c'est ceux qui sont un peu, je sais pas comment dire ça, je sais pas. Jade, je sais pas non plus. Ruby, c'est pratiquement identique à Diamant. Opale, c'est un peuple de grands machos qui pensent que les femmes c'est de la merde et qui sont là que pour se battre. Et les femmes c'est là pour faire la popote. Désert, ça c'est des gens dans le désert, hein, genre comme maintenant dans le désert quoi. Et puis Adoradea, à la base ça s'appelle la forêt interdite. Voilà, donc il y a un peuple dedans mais personne ne connaissait son existence. Jusqu'à ce que, il me semble que c'est Liam, non c'est pas Liam, c'est Jason, le père de Liam, qui découvre ça et tout le bordel. Et Liam, je crois qu'il sort avec une gonce de là, après. Voilà, puis vous voyez, hein, différents chapitres. Si on va à la fin des bouquins, soit dans le Chevalier d'Émeraude ou dans les héritiers d'Inkiev, on voit toujours des petits artworks, là ici c'est assez sympa. Attends, je vais vite aller vous montrer cela. Ah, je vois pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, bon. Voilà. Donc, bientôt dans le tome 3, les dieux et les... Voilà, là, vous voyez en fait 4 pages en général, ou 3-4 pages, qui sont en fait pris
en général vers le milieu du tome suivant, pour vous donner l'eau à la bouche de lire la suite. C'est vraiment sympa. Et puis là, vous voyez toujours la table des matières avec les différents chapitres. Voilà, toujours un bon petit paquet de chapitres. Globalement, les livres ne sont pas trop grands. Toujours 350-400 pages maximum. Donc il y a tout quand même lire, sans trop se dire oh putain il y a trop à lire, j'arrête. Non, c'est assez bien. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo littérature si on peut dire. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ce nouveau concept vous plaît. Oui, encore un nouveau concept. Voilà. Donc c'est vraiment des bouquins que je vous conseille en tout cas, surtout si vous aimez la littérature fantasy. Allez, salut à tous. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude, à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, surtout si ça vous a plu. Allez, salut tout le monde!